Bonjour, je vous propose dans cette vidéo un travail qui s'inscrit dans le thème des probabilités et qui va traiter ici des répétitions d'épreuves indépendantes ou d'épreuves dépendantes. Ça va être à nous de voir et donc justement notre objectif va être de comprendre bien, de quoi on est en train de parler et de faire aussi des calculs de probabilité. Donc je vais travailler dans cette vidéo sur plusieurs exemples que vous allez voir défiler. Et je démarre par un premier exemple qui est un tirage de 2 boules d'une urne. Donc vous avez un énoncé en face des yeux, vous pouvez le mettre sur pause pour le lire par vous-même. Pour ma part, je vais le lire et donner quelques explications déjà. Donc, on considère une urne avec 3 boules rouges, 2 boules vertes, une boule noire, qui sont donc indiscernables toutes les 6 au toucher. Et on va donc, je propose 2 expériences. Une expérience numéro 1 qui va consister à tirer successivement et sans remise 2 boules de l'urne. Donc successivement, ça veut dire une après l'autre, sans remise. Donc si par exemple au premier tirage, je tire cette boule rouge, lorsque je vais faire mon deuxième tirage, cette boule n'aura pas été remise et donc je vais travailler sur une constitution d'urne différente par rapport à ce qu'elle était pour le premier tirage. J'ai donc bien une répétition de 2 épreuves, une première épreuve, une deuxième épreuve. À nous de savoir si elles sont dépendantes l'une de l'autre ou indépendantes l'une de l'autre. Je pense qu'on a déjà une petite idée. Expérience aléatoire numéro 2, on tire cette fois-ci successivement et avec remise, toujours 2 boules de l'urne. Donc successivement une après l'autre, donc on a bien une succession de 2 épreuves, un premier tirage, un deuxième tirage, et comme on remet la boule dans l'urne, qu'est-ce que cela veut dire? Si par exemple au premier tirage, on a extrait cette boule, avant de faire le deuxième tirage, on va venir remettre la boule, donc ça veut dire que pour le deuxième tirage, on sera sur la constitution initiale et on pourra donc retirer cette boule rouge. Voilà, j'avais dit aussi qu'on irait faire des calculs de probabilité et donc c'est ce que j'indique ici. On va, lors de ce travail, calculer la probabilité de 2 événements, l'événement A obtenir 2 boules rouges et l'événement B obtenir une seule boule verte. Vous le savez, dès qu'on travaille sur des calculs de probabilité, ce qui est fondamental déjà pour vous, pour trouver les réponses correctes et en plus pour quelqu'un qui va vous lire, c'est de schématiser votre situation. Et là, dans le cas d'un tirage de 2 boules, successifs avec remise, successifs sans remise, on a 2 façons de schématiser la situation. Par un tableau à double entrée. Alors on verra que les 2 tableaux vont être différents suivant l'expérience 1 et l'expérience 2, et par un arbre pondéré. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne sauront pas trop de quoi je parle quand je parle d'arbre pondéré, ne vous inquiétez pas, on va expliquer ça juste après. Si vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas à mettre sur pause, à faire vos schématisations et à venir vérifier votre travail dans la suite de ma vidéo. Allons-y. Donc, hop, on va en premier lieu passer par les schématisations, les calculs de probabilité, on les verra un petit peu plus tard. Donc, au niveau de l'expérience numéro 1, donc vous avez en face des yeux le tableau à double entrée et l'arbre pondéré. Alors, dans le tableau à double entrée, vous remarquerez que j'ai mis R1, R2, R3. En effet, on a 3 boules rouges, donc ce qui était important, c'était de les différencier toutes les 3. On a 2 boules vertes, donc on les différencie toutes les 2, et puis la boule noire, là, on n'a pas à la différencier puisqu'il n'y en a qu'une seule. Vous constatez aussi dans mon tableau à double entrée que j'ai rayé toute la diagonale. Alors pourquoi on a rayé la diagonale? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a pas remise. Et donc, imaginons que je tire cette boule rouge 1 en première position. Donc hop, la première boule tirée, voilà, R1. Eh bien, puisque j'ai tiré cette boule, je sais qu'elle n'est plus dans l'urne, et donc lors de mon deuxième tirage, il n'est plus possible de prendre cette boule puisque elle a disparu de mon urne. Et donc, pour le deuxième tirage,
si j'ai pris R1 en premier, eh bien j'aurai la possibilité d'avoir R2, je pourrais avoir RE1 et RE3, je pourrais avoir RE1 et V1, ainsi de suite. Donc je n'ai pas complété l'intégralité du tableau, parce que rien que le cadre que j'ai fait ici va permettre très simplement de voir ce qui va se passer et d'expliquer. J'ai travaillé aussi sur l'arbre pondéré. Alors, quelle est la différence entre un arbre pondéré et un arbre qui ne l'est pas? Un arbre qui n'est pas pondéré, c'est un arbre pour lequel les branches ne portent pas de probabilité, et puisqu'elles ne portent pas de probabilité, ça veut dire qu'en fait, les résultats qu'on met au bout de ces branches sont équiprobables. Donc, si ici je mettais R, V et N, eh bien, et que je ne pondérais pas cet arbre, je me rends très vite compte que je commets une faute, puisque j'ai quand même plus de chances de tirer une boule rouge que de tirer une boule verte, parce qu'il y a plus de rouge que de verte. J'ai plus de chances de tirer une boule verte que de tirer une boule noire. Donc ici, je commettrai une faute. Si je veux faire un arbre non pondéré, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, que je différencie mes 3 boules rouges, et là, si je différencie aussi les vertes, eh bien, j'ai un arbre qui n'est pas pondéré et qui va être correct, à condition, bien évidemment, que je vienne rajouter les 5 ramifications à la suite, c'est-à-dire ici, R1, je ne peux plus l'obtenir, mais je peux obtenir R2, R3, V1, V2 et puis N, et je vois très vite en fait que cet arbre, qui va contenir 6 fois 5 branches, c'est-à-dire les 30 résultats que je voyais aussi dans mon tableau à double entrée, les 30 cases qui sont disponibles, eh bien il va être un petit peu embêtant à faire parce qu'il va falloir que je gère bien la place. Donc, plutôt que de faire cet arbre qui est un peu lourd à faire, eh bien, on va privilégier un arbre pondéré, c'est-à-dire qu'on ne va pas distinguer les boules rouges et vertes, mais à ce moment-là, on va mettre la probabilité d'obtenir chacune des couleurs sur la branche. Voilà. Et donc, pourquoi 3/6? Eh bien, tout simplement parce que il y a effectivement 3 boules rouges parmi les 6. Pourquoi 2/6? Parce qu'il y a 2 boules vertes parmi les 6. Pourquoi 1/6? Parce qu'il y a une boule noire parmi les 6. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier niveau, et ce premier niveau correspond au premier tirage de boules. Ici, vous avez le deuxième niveau, donc qui correspond au deuxième tirage. Vous avez bien votre succession d'épreuves, première épreuve, deuxième épreuve, et ici, vous avez le résultat. On a obtenu une boule rouge plus une boule rouge. Là, on a obtenu une boule rouge et une boule verte, etc. Alors, les pondérations de ce deuxième niveau, pourquoi ici j'ai mis 2 sur 5? Eh bien, tout simplement parce que ce deuxième niveau de branche s'installe sur le premier niveau, et là, eh bien, j'ai indiqué que j'avais pris une boule rouge. Alors, imaginons, c'est celle-là que j'ai pris, donc hop, elle a été extraite de l'urne. Puisqu'on ne la remet pas dans l'urne, eh bien, effectivement, notre autre boule rouge, eh bien, il nous reste 2 boules rouges parmi les 5, et donc, on a une probabilité de 2/5. Voilà, et ainsi de suite, toutes les probabilités que j'ai indiquées s'expliquent. Si je prends par exemple celle-ci, cette fois-ci, attention au niveau de mon urne, eh bien, ce deuxième niveau est issu du niveau V, c'est-à-dire en fait, on a pris une boule verte, donc tiens, je vais venir rayer cette boule verte, puisque lors du deuxième tirage, on ne la récupère pas, et eh bien, il me reste 5 boules, et mes 3 boules rouges, puisque aucune n'a été prise, mes 3 boules rouges sur les 5 boules disponibles. Voilà donc l'explication de cette notion d'arbre pondéré qui aura peut-être été un petit peu longue pour ceux qui maîtrisent ça. Voilà, et donc on se posait la question de savoir si nos 2 épreuves, donc que l'on fait l'une après l'autre, premier tirage, deuxième tirage, étaient indépendantes l'une de l'autre ou pas. Eh bien là, on se rend vite compte, et c'est ce que j'ai indiqué ici, que eh bien, le résultat du deuxième tirage est totalement dépendant
du résultat du premier tirage, puisque, comme il n'y a pas de remise, eh bien, la constitution de l'urne change en cours de cette expérience. Donc, on est face à deux tirages qui sont dépendants l'un de l'autre et donc à une succession ou une répétition de deux épreuves dépendantes l'une de l'autre. Voilà, donc j'espère que ça aurait été clair. J'ai pris quand même du temps pour expliquer ça. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour la suite. Je passe à la schématisation de l'expérience numéro 2. Donc, schématisation de l'expérience numéro 2, je la rappelle, expérience numéro 2, on tirait toujours deux boules l'une après l'autre, mais cette fois-ci avec remise. Donc, notre tableau à double entrée, eh bien, cette fois-ci, on a ces 36 cases qui sont disponibles, puisque là, il n'y a pas lieu de rayer la diagonale. Si j'ai sorti cette boule rouge, allez, je vais considérer que c'est la 1, cette boule de l'urne, eh bien, lors de mon deuxième tirage, comme je vais la remettre dans l'urne, eh bien, je peux de nouveau la réobtenir. Au niveau de mon arbre pondéré, eh bien, j'ai toujours 3 boules rouges sur les 6 pour le premier tirage, 2 boules vertes sur les 6 pour le premier tirage toujours, une boule noire sur les 6 pour le premier tirage. Lors de mon deuxième tirage, eh bien, comme j'ai remis, ici j'avais tiré une boule rouge, mais je remets la boule, donc ça veut dire que j'ai toujours 3 boules rouges disponibles parmi les 6 boules. Et donc en fait, on observe dans cet arbre pondéré que les probabilités qu'on a mises ici pour R, pour V et pour N, eh bien, on va les retrouver intactes ici. Donc, hop, c'est ce que j'ai écrit là, les probabilités ne changent pas entre le premier et le deuxième niveau, ce qui n'a pas été le cas pour l'expérience numéro 1. Et ici, on voit très bien que, puisqu'il y a remise, le résultat du deuxième tirage est totalement indépendant du résultat du premier tirage. On a donc une succession ou une répétition d'épreuves indépendantes l'une de l'autre. Voilà, donc cette notion d'indépendance indique que un résultat précédent ne va pas impacter le résultat suivant. On avait indiqué qu'on allait calculer des probabilités, donc c'est ce qui va suivre, et vous allez voir que mes schématisations, je vais les remettre en place avant les calculs de probabilité. Donc, passons à la probabilité de A et de B. Hop. Donc, dans l'expérience numéro 1, que j'ai redonné soit sous forme de tableau, soit sous forme d'arbre, on le verra tout à l'heure, la probabilité de A, donc A, c'était obtenir deux boules rouges. Donc les 30 cases ici, donc les 30 résultats possibles sont tous équiprobables. Donc dans le cas de résultats qui sont tous équiprobables, vous savez qu'une probabilité se fait par un quotient des cas favorables sur les cas possibles. Et les cas favorables, obtenir deux boules rouges, eh bien, je les ai signifiés ici en, en colorant la case. Et donc, vous avez effectivement cette case-là, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci qui sont des cas favorables. Donc 6 cas favorables sur les 30. Pour l'événement B qui était obtenir une seule boule verte, donc obtenir une seule boule verte, je vais aller chercher les cas favorables. Et là aussi, comme il n'y avait pas d'interférence entre l'événement A et l'événement B, sinon le coloriage ça peut être compliqué à ce moment-là, vous trouvez un autre codage, faire des croix ou mettre des symboles dans les cases, eh bien je suis venu mettre en vert tous les cas favorables. Donc on a, hop, ces 6 cases-là où effectivement on a une seule boule verte, ces 6 cases-là où on a une seule boule verte. N'oublions pas, hop, qu'il peut aussi y avoir la noire. Et voilà. Et donc là, on a 16 cas favorables sur les 30. Et puis après, bien évidemment, on réduit nos quotients. Voilà pour les probabilités. Si je vais un petit peu trop vite, n'hésitez pas à mettre sur pause. Je rappelle au passage, avant d'aller voir l'arbre pondéré, que lorsque vous faites des calculs de probabilité, votre schématisation est importante et il faut quelques petits codages pour qu'on voit comment vous avez obtenu ces fameux cas favorables.
je passe à l'arbre pondéré. Et donc, ceux qui n'avaient jamais entendu parler d'arbre pondéré, ce que vous allez devoir savoir, c'est que lorsqu'on travaille sur un arbre pondéré, eh bien, la probabilité d'un trajet, alors qu'est-ce que j'appelle un trajet? Eh bien, ça, hop, cette lignée-là, c'est ce qu'on appelle un trajet. Et donc, ce trajet va nous conduire à R. Par exemple, ceci, hop, est un trajet. On parle de trajet ou on parle de chemin. Et il va nous amener au résultat. On a obtenu une verte en premier, une noire en deuxième. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la probabilité du trajet RR, eh bien, va être la multiplication des probabilités qui sont portées par ce trajet. Voilà, et donc ça, c'est la règle de calcul d'une probabilité sur un arbre pondéré. Alors, la probabilité de A. Qu'est-ce que c'était que l'événement A? J'enlève un peu mes cribouillis, sinon on n'y voit pas grand-chose. L'événement A, c'était obtenir 2 boules rouges. Donc, obtenir 2 boules rouges, je vais regarder combien il y a de trajets qui font ça. Et là, je me rends compte qu'il n'y a que ce trajet-là qui donne 2 boules rouges. Et donc, la probabilité de A, c'est la probabilité du trajet RR. Et donc, je multiplie cette probabilité-là par celle-ci, ce qui me donne 1 demi fois 2 cinquièmes, donc 1 cinquième. L'événement B, c'était obtenir une seule boule verte. Une seule boule verte, quels sont les trajets qui correspondent? Eh bien, j'ai déjà ce trajet RV. Voilà. Là, j'ai une boule rouge en premier, une boule verte en suivant, donc j'ai bien qu'une seule boule verte. Ici, j'ai le trajet VR. Le trajet VV, ça ne marche pas puisque j'ai 2 boules vertes. Le trajet VN. Et puis le trajet NV. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir additionner la probabilité de ce trajet, plus la probabilité de celui-là, plus la probabilité de celui-là, plus la probabilité de celui-là. Et la probabilité de chacun des trajets, c'est la multiplication des probabilités qui sont portées par ce trajet. Donc voilà les calculs que je vais faire, ça fois ça, et puis ça fois ça. Donc c'est ce que vous avez écrit ici. Vous avez donc les multiplications, ce que j'ai entouré, et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on retrouve bien évidemment les résultats qu'on a trouvés par le tableau à double entrée, puisque là, il était égal de faire l'un ou l'autre. Je vais aller un petit peu plus vite pour l'expérience numéro 2, puisque maintenant les explications sont données sur les façons de calculer une probabilité. Donc dans l'expérience numéro 2, qui consistait à remettre la boule tirée dans l'urne. Donc là, avec le tableau à double entrée, eh bien, on avait les 36 cases disponibles. Ces 36 résultats sont équiprobables, donc nos calculs de probabilité vont se faire par un quotient cas favorable sur les cas possibles. Les cas favorables, il faut les mettre en évidence. Donc, A, c'était obtenir 2 boules rouges. Eh bien, obtenir 2 boules rouges, cela concerne les 9 cases que j'ai mises en couleur ici. Alors, quand il y a un chevauchement entre les événements, ne mettez pas de la couleur parce que sinon, encore une fois, une couleur sur une autre, ça ne se verra pas. Donc, trouvez un autre codage. Vous mettez une croix, un petit carré, un petit rond. Voilà, à vous de faire en sorte que la personne qui va vous lire comprenne comment vous avez trouvé ce 9. L'événement B, obtenir une seule boule verte, donc une seule boule verte, eh bien là, ça n'a pas changé par rapport à tout à l'heure, on a nos 16 cas favorables, donc vous les voyez dans la couleur vert clair ici. Donc si je vais trop vite, mettez sur pause, prenez le temps de bien voir ça et de bien analyser mes calculs de probabilité. Je trouve donc 9 sur 36 pour P de A, qui donne un quart, et puis 16 sur 36, qui donne 4 neuvièmes pour P de B. Lorsque je travaille sur l'arbre pondéré, bien évidemment, je vais aller retrouver les mêmes probabilités, mais avec un calcul qui va être différent. Donc, l'arbre pondéré, vous l'avez de nouveau sous les yeux. La règle de calcul est la même. Donc, hop, on multiplie la probabilité les probabilités portées par le trajet. Donc la probabilité de A,
c'était la probabilité d'obtenir 2 boules rouges, donc c'était un seul trajet, et ce trajet portait la probabilité 3/6 fois 3/6 ou 1/2 fois 1/2, et on retrouve bien un quart. Pour la probabilité de B, qui était la probabilité d'obtenir une seule boule verte, donc on a ce trajet-là, donc on doit multiplier 3/6 par 2/6. Alors, pourquoi j'avais mis les fractions non réduites? Parce que là, comme vous allez devoir faire une somme de probabilités, enfin une somme de fractions, eh bien le mieux c'est de les avoir toutes au même dénominateur. Donc quand on garde les fractions initiales, on sait qu'on va tout avoir au même dénominateur. Donc on a additionné la probabilité du trajet RV avec la probabilité du trajet VR, donc hop, ici, plus la probabilité du trajet Vn, donc cette probabilité-là fois celle-ci, plus la probabilité du trajet NV, donc cette probabilité fois celle-ci. J'espère que je n'aurai pas fait d'erreur en entourant les probabilités ici. Voilà, et donc on trouve le 4/9 qu'on a trouvé tout à l'heure. Voilà pour ça. J'espère que vous aurez compris, d'une part, ce qu'on entend par répétition des preuves dépendantes l'une de l'autre ou indépendantes l'une de l'autre, que vous aurez compris la notion d'arbre pondéré si ça n'était pas le cas, et que vous aurez bien vu comment on travaille sur des calculs de probabilité, puisque je vais vous proposer un deuxième exemple, et puis ensuite un troisième exemple avant qu'on termine cette vidéo. Donc, ce nouvel exemple, je suis encore sur des tirages de boules d'une urne, mais cette fois-ci, on va tirer 3 boules de l'urne successivement et avec remise. Donc, l'urne que je n'ai pas dessinée ici contient 3 boules blanches, 4 boules rouges, indiscernables au toucher, et on tire successivement et avec remise 3 boules de cette urne. Donc, question numéro 1, est-ce qu'on est face à une succession de 3 épreuves dépendantes ou indépendantes? Et on demande de justifier. Alors, vous pouvez mettre sur pause, réfléchir rapidement, j'imagine que vous avez déjà la réponse. La réponse va s'afficher. Puisqu'il y a remise, eh bien évidemment, ces 3 expériences, qui sont en fait un premier tirage, un deuxième tirage, un troisième tirage, vont être indépendantes l'une de l'autre. Donc ce que j'ai écrit en bleu, comme il y a remise à chaque fois, le résultat de l'une quelconque des 3 épreuves n'impacte pas le résultat suivant. Les 3 épreuves sont donc indépendantes l'une de l'autre. Question numéro 2. Schématiser la situation. Alors tout à l'heure, on avait la possibilité de faire un tableau à double entrée, parce qu'il y avait un tirage de 2 boules. Là, tirage de 3 boules d'une urne. Le tableau, eh bien, ce n'est plus possible, parce qu'en fait, ça ne serait pas un tableau, mais un cube qu'il faudrait compléter, et l'intérieur du cube, on aurait du mal à le voir. Donc là, il nous reste l'arbre, et vu l'arbre pondéré, ou alors un arbre simple, mais cet arbre, si on le fait de manière simple, on va avoir 7 branches dans le premier niveau, B1, B2, B3, R1, R2, R3, R4, et comme il y a remise, 7 branches à chaque fois qui partent des 7 précédentes, et pour le troisième tirage, 7 branches qui partent des 49 qu'on aura obtenus. Donc un arbre énorme. Donc là, on ne va pas beaucoup se poser de questions, on va pondérer cet arbre et donc rassembler toutes les blanches entre elles et toutes les rouges entre elles. Et comme ça, on ne va avoir que 2 branches pour chacun des niveaux. Donc voilà l'arbre. Au niveau des pondérations, on avait 3 boules blanches sur les 7 boules. Voilà pourquoi ici vous avez 3/7. On avait 4 boules rouges sur les 7 boules. Voilà pourquoi vous avez 4/7. Et en fait, pour le reste, il n'y a pas trop à se casser la tête, puisque comme ces expériences sont indépendantes les unes des autres, les probabilités ne vont pas changer. La constitution de l'urne est restée la même. Donc en fait, on retrouve 3/7 à chaque fois qu'on a B et 4/7 à chaque fois qu'on a R. Prenez le temps de mettre sur pause si besoin. Je vais maintenant passer à un calcul de probabilité. Hop. Question numéro 3. Calculer la probabilité de l'événement obtenir 3 boules blanches. Alors, je vais vous laisser
le temps de chercher, enfin, à vous de mettre sur pause plutôt, de prendre le temps de chercher et de venir regarder la réponse. Je rappelle que dans un arbre pondéré, on calcule la probabilité de chaque trajet s'obtient en multipliant les probabilités qui sont portées par ce trajet. Donc déjà, il faut aller repérer le ou les trajets qui conviennent et ensuite faire cette multiplication. Et s'il y a plusieurs trajets qui conviennent, on ajoute la probabilité de chacun des trajets. Donc là, obtenir 3 boules blanches, eh bien, il n'y a que le trajet B, B, B. Voilà, donc vous aurez fait le calcul et vous aurez trouvé que la probabilité de cet événement A, c'est la probabilité du trajet B, B, B. C'est donc 3 septièmes fois 3 septièmes fois 3 septièmes, ce que j'aurais pu remplacer par 3 septièmes à la puissance 3, et cela donne 27 sur 343. Voilà pour ce travail. Je vais vous proposer un dernier exemple parce que mon objectif, c'est de préparer un petit peu le terrain sur ce que l'on appelle épreuve de Bernoulli, schéma de Bernoulli et plus tard la loi binomiale. Donc passons à un tout dernier exemple. Et ce dernier exemple, eh bien, ça va être Gaston et son bilboquet. Donc jeu de bilboquet avec l'énoncé qui est ici. Donc, quand il joue à son jeu de bilboquet, Gaston parvient à planter la boule sur son socle. Alors son socle a plus l'air d'être une ventouse ici, mais bon, c'est un petit dessin humoristique, avec une probabilité de 0,78. Gaston va répéter 3 fois cette expérience du bilboquet, et on admet que le nombre de répétitions est suffisamment faible pour ne pas impacter sa concentration ou son habileté. Donc là, cet énoncé, qui a le mérite d'être très clair, nous induit déjà vers est-ce qu'on est face à une succession d'épreuves dépendantes ou indépendantes. Et puis ensuite, une fois qu'on aura répondu à cette question, je demande de schématiser la situation, ce qui va de soi. Je ne devrais même pas demander ça, puisque pour calculer des probabilités, à moins que vous ayez des formules, mais là, on n'en a pas, il faudra attendre peut-être la loi binomiale si on est dans ce contexte, pour avoir des formules. Donc pour calculer une probabilité, eh bien, il va falloir schématiser pour que la personne qui va nous lire puisse comprendre ce qu'on a fait. Donc, mettez sur pause, faites le travail et vous allez voir les corrections s'afficher. Alors, première question, est-ce qu'il s'agissait d'une succession de 3 épreuves dépendantes ou indépendantes? L'énoncé a été suffisamment clair. Il nous indique que ni la concentration ni l'habileté de Gaston n'auront été altérées par ces 3 répétitions. On en déduit donc que le résultat d'une épreuve n'impacte pas le résultat de la suivante. On est donc face à une succession de 3 épreuves qui sont indépendantes l'une de l'autre. Deuxième question, schématisation. J'imagine que vous aurez schématisé par 2 branches pour le premier niveau. Il réussit, il échoue. Alors, il va falloir mettre en évidence des notations. Donc, les notations que je vais avoir choisies sont S pour le succès et puis R pour l'échec. Alors, pour l'échec, j'aurais pu mettre S bar au lieu de R et n'utiliser que la lettre S, succès ou échec, qui est en fait le contraire du succès. Voilà, là j'ai choisi S et R. Donc vous avez un arbre avec 3 niveaux. Dans chacun de ces niveaux, soit il réussit, soit il échoue. Et bien évidemment, comme il n'y a pas la même probabilité de réussir ou d'échouer, vous l'avez lu ici, eh bien c'est un arbre qui va être pondéré. Et voilà la schématisation que vous aurez tracée. Puisqu'on était sur des épreuves indépendantes les unes des autres, les pondérations restent à chaque fois les mêmes aux différents niveaux. Calculer la probabilité de A, donc l'événement A, c'était Gaston a planté exactement 2 fois la boule sur son socle. Donc, première des choses, on va aller chercher les trajets qui correspondent à cette demande,
Et puis ensuite, on ira additionner les probabilités des trajets en sachant que la probabilité d'un trajet est la multiplication des probabilités portées par ce trajet. Donc SSS, ben, ça ne marche pas puisqu'il a obtenu 3 fois, enfin il a réussi 3 fois à planter la boule sur son socle, donc ça ne marche pas. Là, eh bien, là ça fonctionne, SSR. Ici, ce trajet, ben, il fonctionne aussi, SRS, il a bien 2 succès et un échec. Là, donc ça marchait pas, ça ne fonctionne pas, il a 2 échecs. Là, ça marche, RSS, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, puisque là, il n'a jamais planté la boule sur son socle. Donc en fait, vous allez avoir 3 probabilités à additionner, et chacune de ces probabilités à additionner est elle-même une multiplication. Voilà le résultat que vous aurez trouvé. Vous allez voir qu'en fait, je fais 3 fois. Pourquoi j'ai mis 3 fois au lieu de faire une probabilité plus une autre plus une autre? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, comme les pondérations sont les mêmes, quand je regarde ce trajet-là, en fait, il contient 0,78 à la puissance 2, puisque je multiplie les probabilités, fois 0,22. Quand je regarde l'autre trajet qui convient, donc c'est celui-ci, hop, là, eh bien, j'ai la même probabilité. Et quand je regarde l'autre trajet qui convient et qui est celui-ci, eh bien, j'ai de nouveau cette probabilité. Voilà pourquoi, plutôt que d'écrire 0,78 à la puissance 2 fois 0,22 3 fois de suite, eh bien, j'ai fait 3 fois 0,78 à la puissance 2 fois 0,22. Et là, puisque l'énoncé le permettait, on donne un résultat au millième près, donc 3 chiffres après la virgule. Alors, la vidéo va s'arrêter ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que, eh bien, dans cet exercice sur Gaston et son bilboquet, on est typiquement sur un schéma de Bernoulli, sans en avoir le vocabulaire pour l'instant, et tout ce vocabulaire, épreuve de Bernoulli, schéma de Bernoulli, viendra dans une vidéo ultérieure. Donc ici, je vais arrêter cette vidéo en espérant avoir été très clair et en vous souhaitant un bon travail sur donc ces successions d'épreuves indépendantes ou pas indépendantes, et en vous disant à bientôt pour travailler sur épreuve de Bernoulli et schéma de Bernoulli. Voilà, donc à très bientôt. Au revoir.